créez une entreprise, vous employez 250 personnes. Oui. C'est ça l'impact. Et c'est comme ça qu'un pays se développe. Encore une fois, je répète, c'est très possible de rester dans l'Afrique et puis aller conquérir d'autres marchés qui ne sont même pas en Afrique, qui seront ailleurs, grâce à l'IA. Moi, je vois sincèrement dans nos pays, en tout cas au Mali, mais même en Côte d'Ivoire ici, plein d'écoles bidons. Et j'ai un ami qui m'a posé la question, il m'a demandé est-ce que ça en valait la peine de revenir en Afrique. Et je n'ai pas pu lui dire oui directement. Si jamais ça ne fonctionne pas et que vous perdez votre mise financière de départ, ça soit supportable pour la maison mère. Sur Africa Legacy, le podcast où les entrepreneurs et les experts viennent vous partager leur expérience et leur parcours pour donner envie à de jeunes entrepreneurs ou moins jeunes de tenter l'aventure en Afrique. Dans ce nouvel épisode, on parle de vision et d'expansion, comment étendre son entreprise au-delà de ses propres frontières et conquérir de nouveaux marchés. En somme, comment construire un groupe panafricain. Pour en parler avec nous aujourd'hui, le cofondateur et président du groupe hôtelier Azalaï, Mossadegh Bali, bonjour. Bonjour. Et avec nous également Régis Momba, cofondateur de la FinTech Jamo. Bonjour Kimi. Bonjour. Alors, Azalaï est présent dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Mauritanie. Je me suis pas trompée. Et Jamo est présent dans Pas de Cap-Vert. Ah, pas le Cap-Vert. Donc, dans 6 pays. Dans 7 pays. Et bientôt un 8e en Guinée-Conakry. Ah, très bien. Et du coup, Jamo est présent dans 2 pays, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est ça. Pourquoi, ma première question, c'est pourquoi avoir décidé, parce que Régis, vous êtes ivoirien. Oui. Monsieur Bali, vous êtes malien. Pourquoi avoir décidé de partir du Mali, de la Côte d'Ivoire, pour d'autres pays? Alors, nous, quand on a racheté le Grand Hôtel de Bamako en 1993 et qu'on l'a rénové et remis sur le marché en février 1995, ensuite, ma foi, comme ça a bien marché, l'État du Mali nous a vendu un terrain où on a construit un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Salam, qui s'appelle maintenant Azalaï Hotel Bamako. Et en 2004, donc 10 ans après, nous nous sommes sentis assez confiants, assez matures et assez forts financièrement pour sortir de nos frontières. Je dis toujours aux jeunes qui me posent cette question, quand est-ce qu'il faut grandir et surtout quand est-ce qu'il faut sortir de ses frontières et de sa zone de confort. Moi, je dis toujours, il faut sortir lorsqu'on sent qu'on peut, disons, compétir avec plus fort que soi. Donc, nous, on a senti, malgré comme on avait réussi la privatisation du Grand Hôtel, on avait réussi à construire l'Hôtel Salam, on a aussi pris en gestion un 3e hôtel, l'hôtel Nord-Sud de Bamako, qu'on a fini d'ailleurs par racheter au promoteur. On s'est senti assez confiant. On pensait qu'on avait en 10 ans bâti une expertise, une expérience. On maîtrisait relativement bien les projets hôteliers. Et c'est à partir de là qu'on est sorti. On a participé à l'appel d'offres de privatisation de l'hôtel Indépendance à Ouagadougou en 2004. Et on a gagné cet appel d'offres. Ok. Régis? Alors moi, ça a toujours été mon rêve de construire pour l'Afrique. Okay. J'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis. Et paradoxalement, quand je suis arrivé là-bas, après mon bac, je suis allé pour les études universitaires. C'est là que je me suis rendu compte de ma condition africaine. Moi, j'ai rencontré des gens de tous les pays africains, camerounais, nigérians, des jeunes comme moi. Et j'ai vu en fait qu'on avait tous les mêmes problèmes. C'est des défis au niveau de l'économie, du gouvernement et tout ça. Et ça a renforcé, j'ai appris à connaître l'Afrique là-bas. J'ai étudié l'histoire de l'Afrique, je me suis rendu compte de leur réalité. Et ça a renforcé vraiment mon amour pour l'Afrique, comme je disais. Et j'ai toujours voulu rentrer et contribuer, apporter ma pierre à l'édifice et faire ce que je sais faire pour aider à développer le continent. Donc, ce que je savais faire, c'est la technologie. Et donc, quand j'ai essayé plusieurs entreprises avant Jamo, j'en ai essayé une au Nigeria, d'ailleurs, où j'ai fait faillite après 1 an.
Toujours dans la fintech? C'était dans l'e-commerce. Dans le e-commerce, Dans ok. le digital, en tout cas. D'accord. Et je rentre en Côte d'Ivoire où je travaille un peu et j'essaie Jamo. Et tout de suite, pour moi, c'était une évidence de dire, OK, quel que soit ce que je fais, mon ambition, ce n'est pas de me limiter à la Côte d'Ivoire, c'est d'être panafricain. Et FinTech, ça a du sens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone monétaire unique. Donc, on a un seul régulateur qui est la Banque centrale. Donc, quand vous construisez chez une entreprise et que vous partez parler aux investisseurs, ça doit avoir du sens économique pour eux. Voilà. Donc, je ne construis pas juste pour la Côte d'Ivoire, je ne construis pas juste pour un marché de 1 million de clients, je construis pour 8 pays, avec toute la zone monétaire qui a les flux d'échange d'argent. Et éventuellement, c'est un modèle, grâce à la technologie, que je peux répliquer dans d'autres zones monétaires. Donc, l'Afrique centrale, éventuellement un pays anglophone. Voilà. Donc, l'histoire qu'on raconte, c'est de dire, même loi, même régulation, et deux, à peu près une culture homogène qui fait qu'on peut répliquer un peu ces modèles-là dans les différentes zones d'Afrique. Donc, pour moi, ça avait du sens de le faire. D'accord. Et selon vous, quels seraient les piliers pour une expansion réussie finalement? Donc, on a entendu déjà être fort, savoir être assis fort. Deuxième pilier, peut-être aussi d'avoir cette homogénéité de régulation, ça peut aider. Monsieur Bouli? Oui, alors nous, on a la chance, effectivement, comme il a dit, d'être dans en ce qui le concerne, lui, la FinTech, d'être dans une monétaire régulée. On a l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, avec une banque centrale et une monnaie unique, le franc CFA. Et donc, ça me paraît naturel de vouloir grandir d'abord dans cette zone-là. Et d'ailleurs, nous, notre stratégie, notre vision, c'était de faire une chaîne hôtelière panafricaine avec des capitaux africains et gérée par des compétences africaines. Donc, on avait réussi jusqu'à 2004 à confirmer, à faire notre POC, notre Proof of Concept au Mali. Et à partir de là, on a dit, on va maintenant sortir du Mali. Mais notre stratégie de développement, ça va être d'abord l'UEMOA. Comme c'est la même monnaie, on n'a pas à se soucier des problèmes de change, de régulation et tout cela. En plus, ce sont des pays aussi qui ont en commun le même droit des affaires, qui est l'OHADA, et le même système comptable, qui est le Cisco-OHADA. Donc, on s'est dit, oui, on va sortir du Mali, mais on va quand même rester dans une zone qu'on connaît bien, qui a la même monnaie, la même banque centrale, le même droit des affaires et le même système comptable. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons couvert tous les pays de l'UEMOA, sauf le Togo. On n'a pas encore d'hôtel ni de projet au Togo. On a tenté beaucoup de fois, mais pour l'instant, on n'y est pas parvenu. Et on s'est dit, après avoir couvert l'UEMOA, on allait couvrir la CEDEAO. Parce que c'est quand même là aussi notre zone économique, avec 500 millions d'habitants, avec la liberté de mouvement des capitaux, des biens, des personnes. Donc, voilà, le conseil que je donne, c'est que quand on s'est lancé dans son pays, si on veut sortir de son pays, sortir de sa zone de confort, il ne faut pas aller très loin. Nous, on a eu des propositions, par exemple, d'aller reprendre des hôtels au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, en Afrique australe. On a toujours refusé parce que nous pensons qu'on a jusqu'à là d'ailleurs, je continue de refuser d'aller jusqu'en Afrique de l'Est parce que je considère que c'est peut-être prendre un peu trop de risques. Mais ceci dit, la FinTech, c'est différent. C'est plus des plateformes, de la matière grise que du CAPEX. Oui, c'est vrai. Mais je pense que votre conseil est pertinent. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait. Je pense on a pris le temps d'aller en profondeur dans le marché, sur le marché en Côte d'Ivoire. Déjà maîtriser les processus, tout ce qui est lié à la FinTech, la gestion d'argent. Apprendre, tirer des leçons de nos différents lancements de produits avant éventuellement de s'aventurer sur un autre marché. On a passé
2 à 3 ans en Côte d'Ivoire avant d'essayer de s'étendre. Voilà. Et ce qui a marché pour nous, je pense, c'était... moi, quand on essaie d'aller sur notre marché, ce que je fais, c'est que je vais vivre sur le marché en question. Donc, je vais passer quand même du temps sur le marché, essayer d'acquérir un peu certains produits financiers et voir comment ça marche. Combien de temps pour le Sénégal, ça a été combien de temps? 2 ou 3 mois en général. Mais je vais faire beaucoup d'allers-retours. Donc, en général, aller sur un marché, on le commence environ pratiquement 1 an avant, sinon 2 ans avant le lancement. Et ça demande énormément de voyages, énormément de vécu. Donc, j'essaie vraiment de m'imprégner de la vie. Je vais vivre comme un adulte lambda. Tu vas prendre des taxis, des motos, vraiment essayer de tout faire, aller au supermarché et vraiment essayer de comprendre certaines subtilités du marché. Ça peut être très subtil, hein, surtout pour les produits financiers. Ce qui a vraiment payé, c'est de tout faire pour s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui maîtrisent le marché local. Moi, je me souviens, on a vraiment galéré au début pour faire avancer certains projets. Et à chaque fois que ça a été accéléré, c'est qu'on a trouvé la bonne personne qui comprend vraiment comment ça marche localement. Ça va parler aux partenaires, ça va où rentrer pour faire quoi. Ça, c'est très primordial, je pense. Oui, parce que je pense que c'est pas parce qu'on a réussi dans un pays qu'on peut réussir dans un autre pays avec le même concept, le même produit, le même service. On a vu des très, très grands groupes de taille mondiale qui sont sortis, disons, de leur région et tout ça et qui ont dû revenir parce que ça n'a pas fonctionné. Récemment, j'étais dans une séance de coaching avec un jeune entrepreneur sénégalais qui est dans le domaine des services de conseil, de recrutement, de RH et tout cela, et qui avait une opportunité de sortir du Sénégal pour aller en Guinée-Conakry. Et voilà, il hésitait. Et puis bon, il a demandé à ce que je lui donne un peu de conseils. Et je lui ai dit, s'il ne le sent pas très bien, c'est mieux peut-être de commencer un partenariat. Au lieu d'aller créer un cabinet RH en Guinée-Conakry, pourquoi pas ne pas trouver quelqu'un qui fait ça déjà? Comme ça, vous vous associez. Les risques sont beaucoup moins importants que si vous allez vous créer ex nihilo. Et si je peux aussi donner un conseil, c'est lorsque vous sortez de votre zone de confort et que vous devez investir pour créer une nouvelle entité dans un autre pays, faites en sorte que si jamais ça ne fonctionne pas et que vous perdez votre mise financière de départ, ça soit supportable pour la maison mère. C'est-à-dire, moi, si mon produit marche bien en Côte d'Ivoire et que je décide de m'installer au Nigeria et qu'on me dit qu'il faut, dans un départ, investir $100,000, il faut que je m'assure que si je perds les $100,000 au Nigeria, ça ne va pas arrêter mes activités en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très important. Oui, c'est exactement ça. Et il faut justement, c'est aussi pour ça qu'il faut une certaine patience. Ça a pris 10 ans pour le groupe Azalaï, ça a pris 3 ans pour Jamo. Alors, on parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir des ressources locales qui comprennent les réalités. Comment est-ce qu'on s'adapte justement à ces réalités-là, surtout sociétales? Parce que je me dis que la femme, je parle parce que je suis une femme, mais la femme ivoirienne n'a pas les mêmes habitudes, n'a pas les mêmes attentes d'hébergement ou les mêmes habitudes d'achat que la femme malienne peut-être ou la femme guinéenne. Donc, comment est-ce que vous faites pour vous adapter sans en même temps dénaturer la marque? Parce que Azalaï, c'est une marque, il y a des repères quand on est Jamo aussi pareil, c'est une marque, donc il y a des repères que le client doit pouvoir garder. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? Alors pour nous, c'est plus facile parce que nous nous adressons à une clientèle qui voyage. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une certaine standardisation du service. Un voyageur, alors nous on est dans l'hôtellerie d'affaires, un voyageur d'affaires, qu'est-ce qu'il cherche? Alors aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, il cherche d'abord la sécurité. Donc il faut que l'hôtel soit très bien sécurisé. Il cherche bien sûr la localisation. En général, les voyageurs d'affaires, ils viennent, ils passent maximum 2 nuitées, 2-3 nuitées maximum, avec beaucoup de rendez-vous. Donc il faut que l'hôtel soit bien situé pour ne pas perdre trop de temps dans les embouteillages. Bien sûr, il faut tous les services. Le premier aujourd'hui étant Internet. Aujourd'hui, quand on arrive dans un hôtel,
quand on fait le check-in, la première des choses, c'est qu'on se... Le code du Wi-Fi. Quel est le code du Wi-Fi? Alors, il faut que ça marche, parce que si vous dites que ça marche pas, alors là, vous êtes foutu. Parce que dès qu'on arrive, on veut checker les mails, on veut savoir s'il n'y a pas des urgences et tout cela. Donc, il faut qu'il y ait un Internet qui marche très bien. Ensuite, pour le reste, c'est une chambre fonctionnelle, une douche qui marche bien, une climatisation qui marche bien. Le repas le plus important pour les voyageurs d'affaires, c'est le petit déjeuner. En général, ils n'ont pas le temps de manger à midi et le soir, souvent, ils sont invités à dîner par leur partenaire. Donc, ça, c'est facile, disons, même si on ne peut pas dire que nous, on est une groupe qui n'est pas standardisé, c'est-à-dire aucun hôtel Azalea ne ressemble à l'autre, et ça, c'est délibéré parce que dans chaque hôtel, on veut trouver le pays, on veut que ici, Azalea Hôtel Abidjan, on trouve la Côte d'Ivoire, Azalea Hôtel Bamako, on trouve le Mali, mais la qualité du service, le guest experience doit être standardisé, doit être le même. Maintenant, oui, vous avez raison, les ressources humaines, parce que c'est le capital le plus important d'une entreprise, c'est les ressources humaines. C'est clair que c'est pas la même chose. On peut dire que, par exemple, les ressources humaines dans le Sahel sont un peu plus réservées que les ressources humaines sur la côte, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Bénin, qui sont un peu plus habitués à l'industrie de l'hospitality, alors que dans le Sahel, les personnes par nature sont un peu plus réservées. Donc, il faut connaître un peu toutes ces subtilités-là. Mais je suppose que dans la fintech, et oui, effectivement, comme il l'a dit, il faut connaître les besoins des clients qui changent de pays en pays. Oui, c'est ça. Et justement, je suis d'accord avec vous sur le point de standardiser vraiment l'expérience client, le produit. Au niveau des ressources humaines, justement, ce que moi j'ai vu qui a marché, en tout cas pour moi, c'est beaucoup d'empathie. Vraiment prendre le temps d'écouter. Et je donne une anecdote. Ma première fois à Dakar, bon, pas ma première fois, la première fois qu'on a eu des collaborateurs et je me suis retrouvé dans le même bureau qu'eux, quelque chose qui m'a choqué, c'était qu'à 17h00, ils se sont tous levés, ils sont partis. Et vraiment comme des robots, tous, ils ont tout fermé. La journée était finie. La journée était finie. Donc pourquoi ça t'a choqué? Ça m'a choqué parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens restent jusqu'à 22h, tu vois, ils restent en fait, tu vois. Ou bien ils vont avoir un peu honte de partir à 17h. Donc en tout cas, en Côte d'Ivoire en général, on a un peu honte de partir avant le patron. Exactement. C'est dès que le patron est parti, d'être tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais j'étais assis là et je me suis retrouvé seul dans le bureau. Voilà. Et j'étais choqué. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont paresseux, mais qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, par contre, à midi, j'ai pris le temps d'aller manger avec eux. Donc, il y a un groupe qui sortait. Je me suis mis dans le groupe pour aller manger et j'ai compris en fait pourquoi ils partaient. Ils habitent loin. Ils habitent loin. Et les embouteillages, c'est très compliqué. Ouais, très compliqué. Et pour avoir une sorte d'équilibre de vie, ils sont obligés de quitter vraiment tôt, de respecter. Mais par contre, le matin, ils font l'effort de venir un peu plus tôt pour apprécier le truc. Et ça, c'est un exemple, mais c'est ça, c'est que en tant que leader, tu dois arriver à te mettre un peu à la place des équipes. C'est vrai que c'est ton bébé en tant qu'entrepreneur que tu veux pousser avec certains codes et tout ça. Mais tu dois aussi arriver à faire confiance à l'équipe que tu as choisie d'ailleurs. Et voilà, et c'est un travail d'équipe. Tu n'as pas le choix, en fait. Et vis-à-vis de l'expérience client? Oui. Alors, ça revient au point que je disais là. C'est, bon, nous, en tant que start-up, par contre, on n'a pas le luxe de faire faillite dans ce marché. Si ça ne marche pas, vraiment, on va le sentir. Donc, les 100 000 $, là, c'est pas possible. En tout cas, il faut se débrouiller. Donc, on est très prudent. Bon, en même temps qu'on prend des risques, on va prendre des risques très calculés. Et pratiquement toute action, c'est un investissement qui implique de mesurer le retour sur investissement. Donc, on va essayer de développer des modèles assez agiles qui nous permettent justement de construire un peu la proposition de valeur sur ces marchés. Donc, pratiquement, c'est vraiment développer une sorte de boucle où on écoute le client, il nous dit ce qu'il veut et ça nourrit un peu la feuille de route produit. Et comme M. Mossadegh a dit, le bon point, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de CAPEX. Vraiment, juste avec un peu d'investissement, 2-3 personnes dans un pays peuvent démarrer le projet. Voilà. Et c'est le luxe qu'on a aujourd'hui en tant que startup. Donc, justement, c'est un peu ce levier-là sur lequel on s'appuie pour arriver à construire rapidement une proposition de valeur sur un marché et puis le lancer. On peut aller sur un marché et puis le lancer en 6 mois, par exemple. Vraiment parce qu'on a cette boucle-là sans trop de moyens. Voilà.
Donc, c'est sur ça qu'on s'appuie en tant que start-up fintech. Mais qu'est-ce qui explique que l'écosystème de start-up est quand même beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons que francophones? Ça, c'est un sujet dont j'ai très bien parlé. Bon, déjà, je pense qu'il y a quand même le language barrier, la barrière de la langue. Ça, c'est indéniable. Pourquoi? Parce que historiquement, ceux qui avaient l'argent, c'est des Américains qui vont arriver sur un marché. Ils vont regarder ce qu'ils arrivent à comprendre, donc la langue. Ils vont peut-être rester là-bas, ils vont chercher sur Google des écosystèmes. Le contenu qui va ressortir sera du contenu anglais. Voilà. Il y a le fait que aussi les marchés anglophones, quand on prend le Nigeria, c'est un très, très grand marché. Et donc, ils vont se dire, OK, quitte à prendre du risque, mieux je le fais dans un seul pays qui est le Nigeria. Et puis, je pense culturellement aussi, les anglophones, ils n'ont pas honte de se vendre, vraiment. Même si, quand tu parles nigérien, même si tu vois que il te ment, mais tu le crois, tu finis par le croire parce qu'il est très audacieux, tu vois, il te vend la chose. Et malheureusement, je pense, dans la francophonie, on a un peu peur de casser des codes, on a un peu peur on a un système hiérarchique où on veut pas, on est plus sur la forme vraiment. Et ce que je trouve dommage, mais c'est en train de changer pour plusieurs raisons. Déjà, l'environnement économique francophone, il est beaucoup plus stable par rapport à tout ce qui est dévaluation et tout. Donc, les Américains, je pense, se sont un peu brûlés les ailes au Nigeria, au Ghana. Et donc, tout le monde est en train de se tourner un peu vers l'espace francophone, y compris les Nigérians qui sont en train de venir en Côte d'Ivoire. Et cette stabilité-là, en fait, on se rend compte en fait que l'espace francophone, après tout, ça peut être vraiment un écosystème où on peut innover. Et on commence à avoir des success stories. On a Jamo, on a plusieurs d'autres startups. Jamo qui est passé par Y Combinator, qui est l'accélérateur américain, qui a levé des fonds. On a levé à date pratiquement 30 millions de dollars. Okay. Voilà, c'est qui est un record pour les startups francophones. Voilà, exactement. Donc, on commence à montrer l'exemple. Et je pense que d'ici quelques années, lorsqu'on aura des success stories, peut-être que Jamo va faire une IPO, rentrer à la bourse, ou même peut-être être acquise par une autre entreprise. Ça va générer cet engouement-là et vous allez voir que les prochaines licornes vont être démarrées par des employés de Jamo, par exemple. Ou d'autres partenaires du Jamo, et ainsi de suite. Et ça va, je pense, ça va comment dire ça? Jamo est la prochaine licorne, alors? Peut-être pas nous, mais je suis persuadé que une licorne viendra d'un employé de Jamo. Ça, je sais. Ah oui? Oui, je suis sûr de ça. Oui. Parce que les thématiques, les sujets qu'on aborde, et je le vois dans leurs yeux, et c'est comme vous, on essaie de construire une histoire africaine par des Africains, c'est des jeunes. La moyenne d'âge chez nous, c'est 26 ans. On est 250. Ah oui, c'est jeune. C'est très jeune. On est 250 collaborateurs. 56% de femmes, et ils travaillent vraiment sur les problématiques qu'ils rencontrent. Et je vois dans la façon dont ils arrivent à grandir humainement, professionnellement. Et je leur ai dit que si Jamo marche, celui qui va faire sa start-up, il a $100,000 avec moi. C'est-à-dire qu'il vient me voir. Je suis prêt à parier $100,000 sur lui parce que à tel point, j'ai confiance en eux, en fait. Et je sais, vraiment. Et c'est ce genre d'écosystème-là qu'on doit construire. Nous, on construit, on avance sur des marches pour permettre à ceux qui viennent derrière, justement, d'arriver au top. Donc, peut-être pas Jamo Licorne, mais je suis sûr que... Mais pourquoi pas Jamo Licorne? Parce que je pense que l'environnement aujourd'hui, quand on parle de valorisation des startups... Est-ce qu'il y a déjà eu de licornes francophones? Il y a une licorne qui a été rachetée, je ne sais plus trop le pays, je ne sais pas si c'est Égypte, Tunisie. Voilà, récemment, Startup Tech. On a une licorne, Wave, qui est une licorne. Oui. Voilà. Mais Wave, c'est américain. Le marché principal est Afrique francophone. Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des Américains qui ont bénéficié un peu du capitaux américains et tout. Voilà. Et je ne pense pas forcément que l'Afrique aujourd'hui soit propice à des licornes parce que ce serait des valorisations trop élevées. Je pense que les valorisations idéales, c'est autour de 100 millions, 200 millions de dollars. Parce que quand c'est comme ça, vous avez des voies de sortie, que ce soit par un rachat, une acquisition, par un fonds de private equity ou même peut-être une entrée en bourse, c'est raisonnable. $1 milliard, ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à ça. Et on a vu des cas, on a vu des entreprises qui ont IPO, mais après qui ont retrouvé leur valeur diminuée. Ouais. Et je pense qu'il faut rester raisonnable. On ne va pas la citer, celle-là. On ne va pas la citer, voilà, exactement. Voilà, je pense qu'il faut rester raisonnable. Donc, 100, 200 millions, ça reste raisonnable. Par contre, aujourd'hui, je continue. Avec l'avènement de l'IA qui rebat les cartes vraiment aujourd'hui. Historiquement, quand on regarde l'évolution de l'humanité,
tout ce qui était avancement technologique était disponible pour les riches, pour l'élite d'abord. Donc, la télévision, Internet. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand on prend l'IA, ça remet tout à plat. Quand la Chine développe un modèle comme DeepSeek, il est accessible à tout le monde. Et c'est le concurrent de ChatGPT. Donc, moi, je crois fermement aujourd'hui qu'il y a une opportunité pour l'Afrique de construire des services à partir de l'Afrique, mais qui peuvent viser un marché mondial. Vraiment. Donc, une entreprise peut être basée en Côte d'Ivoire et développer des logiciels qui vont toucher tout le monde. Je prends l'exemple de 2 jeunes Ivoiriens qui ont fait l'INPHB, qui ont fait, un qui a fait Polytechnique, je pense, l'autre, il a fait HEC. Ils sont très jeunes, ils ont moins de 30 ans. Ils viennent de rentrer à Y Combinator aussi, ce sont des Ivoiriens. Et eux, ils visent le monde, en fait. Ils ne vont pas se limiter au marché ivoirien, ils vont construire des logiciels qui vont viser le monde. Et eux, par exemple, je les vois très bien devenir l'icône dans un futur proche. Alors moi, j'ai en profité. Bien sûr. Pour parler de l'IA. Absolument. D'accord. Et comme on dit, pick your brain sur qu'est-ce que ça va apporter au continent. Parce que là, vous êtes 250. C'est ça. Est-ce que l'IA va vous amener à juste une équipe de 15 personnes parce que l'IA va tout faire? Ou bien vous allez être 500 dans 10 ans? Je ne sais pas. C'est vraiment une question aujourd'hui qui se pose parce que il y a beaucoup de métiers qui risquent de disparaître dans la décennie qui suit. Est-ce que les programmeurs que vous avez aujourd'hui vont disparaître parce qu'il y aura l'IA? Alors, ce que je pense, c'est que les gens vont avoir des super pouvoirs grâce à l'IA. D'accord. Et ils vont être beaucoup plus efficients. D'accord. Ça peut amener les entreprises à embaucher moins. OK. Voilà. Là où peut-être on avait un ratio de 100 embauches, n'importe quoi par an, peut-être on va passer juste à 15 embauches. C'est ça. Voilà. Et ce sera surtout des gens qui se seront qualifiés pour l'ère de l'IA. Donc, tous ceux qui vont échouer à acquérir les compétences nécessaires pour cette ère-là, malheureusement, ils vont rester derrière. Et c'est dommage à dire, c'est dommage je le dire, mais c'est la réalité. Et donc, normalement, qui dit plus d'efficience doit dire aussi plus de capacité à créer de la valeur. Voilà. Donc, encore une fois, je répète, c'est très possible de rester dans l'Afrique et puis aller conquérir d'autres marchés qui ne sont même pas en Afrique, qui seront ailleurs, grâce à l'IA. Parce qu'on aura développé, justement, on n'aura plus besoin de 100 développeurs, on aura plus besoin de 20 développeurs. Peut-être que l'IA va développer les logiciels de façon plus efficiente que même les développeurs. Peut-être que les sujets comme compliance, finance, tous ces sujets-là pourront être mieux traités grâce à l'IA. Je crois vraiment que c'est possible aujourd'hui, justement, utiliser l'IA. Mais si vous devez conseiller les États, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que les jeunes acquièrent ces compétences en IA? Ouais, déjà, je pense que les politiques des États sont mal ficelées. On a tendance... On nous regarde. Pardon? On nous regarde. Non, je vais essayer d'être le plus... Je ne vais pas reformuler. Le plus diplomate. Le plus diplomate possible. Voilà. Et ça, même je le vois en Côte d'Ivoire. On fait une égalité entre entrepreneuriat et jeunesse. Ce que je trouve très dommage, vraiment. Parce que c'est comme si on jetait les jeunes à l'abattoir. Absolument. Voilà. Je suis d'accord. Voilà, exactement. Tu vois. Ouais. On doit séparer les deux. Surtout sur nos marchés qui sont très précoces, qui ne sont pas matures, qui n'ont aucun support, aucun soutien, aucune infrastructure. Laissez les jeunes aller travailler dans les entreprises. Acquérir de l'expérience. Acquérir de l'expérience. Ouais. Créer... Des soft skills. Exactement. Donc, créons des conditions pour le développement des PME solides. Vraiment. L'accès à un marché libre, éradiquer la corruption, l'accès à du financement, toutes ces choses-là, créons un tissu vraiment où on crée des PME parce que ce sont les PME qui vont embaucher. Tous ces jeunes-là, voilà. L'entrepreneuriat, pour moi, doit être fait par des seniors, des gens qui sont cadres dans des entreprises. Ils ont eu le temps de comprendre les chaînes de valeur dans lesquelles ils sont. Ils ont eu le temps de se faire un réseau. Ils ont eu le temps d'économiser de l'argent. Donc, ils peuvent prendre certains risques, même s'ils ont une famille. Et c'est à l'État, et surtout même, j'incite, parce qu'il faut aller chercher tous ceux qui ont travaillé à l'étranger, parce que vraiment, on saura qu'ils ont des compétences, en fait. Et il faut aller les chercher, les ramener, créer des conditions propices à leur retour. Donc, tout ce qui est corruption, là, il faut l'enlever parce que sinon, ça ne va pas les faire venir. Et puis, les booster avec un peu de financement. On a aujourd'hui Vous parlez d'un programme pour un siècle, là. Justement, c'est des... Combattre la corruption. Non, bon. En plus, la corruption, honnêtement, en fait, nous, les jeunes Africains, on a... Bon, pas qu'on a tellement souffert, mais on demande tellement peu. On sait qu'on ne peut pas éradiquer la corruption, ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens aient au moins un peu peur d'être corrompus? C'est ça. Voilà. C'est que quand... La réduire à certains espaces. C'est ça. C'est que quand
il y a l'impunité, c'est le mot, non? Oui, c'est ça, l'impunité. Ça part dans tous les sens. Donc, vraiment, est-ce qu'on peut arriver à créer un certain cadre où c'est vrai qu'il y aura la corruption partout. Mais pour que quelqu'un se décide d'être corrompu, il faut vraiment qu'il soit déterminé, motivé. Voilà, c'est ça en fait. Et je crois qu'on peut arriver à ça. C'est vraiment juste donner des exemples et tout. Voilà. Et ce dont je parle là, c'est comme les Anglais disent, c'est des quick wins. On a des programmes d'entrepreneuriat, on a des programmes même de gouvernement qui font des centaines de milliards. On peut très bien prendre un peu de cet argent-là et rediriger vers des personnes qui ont le plus de chances de réussir, donc des gens expérimentés. On laisse les jeunes à côté. On libère les positions de cadre dans les entreprises et puis on fait rentrer ces jeunes dans des entreprises. On fait la promotion de la création de PME de façon sincère. C'est-à-dire qu'on leur fait des avantages fiscaux et tous ces trucs-là. On ne leur met pas de pression fiscale. Et vraiment, de façon sincère, on les laisse se développer. Et on leur donne un accès libre au marché public, par exemple. Et voilà, c'est comme ça qu'on va régler le problème. Donc, pour répondre à la question aujourd'hui, encore une fois, je pense que les politiques sont mal calibrées. Voilà. Et il faut arriver à générer le plus de PME possible. Et ces PME, ces startups-là vont s'adapter aux airs et c'est comme ça qu'on pourra résoudre la question. Moi. Alors, vous avez enchaîné sur, c'était ma prochaine question, la place de l'innovation dans la stratégie d'expansion. Finalement, aujourd'hui, grâce à l'avancée de la technologie, on peut plus facilement sortir de ces frontières, donc ici en Afrique et également à l'étranger. Mais quel est selon vous, et j'aime beaucoup les anecdotes, donc j'en attends, quel est selon vous le plus grand défi quand on décide de sortir, quand on décide de s'étendre? C'est le capital humain, comme il l'a dit, comme moi je l'ai dit, c'est le capital humain. Quand on sort de la zone qu'on connaît, du pays qu'on connaît, de ce que moi j'appelle la zone de confort, où on connaît les codes et tout ça, c'est clairement le capital humain. Comme il l'a dit, il ne comprenait pas que les Sénégalais partent à 17 heures. Mais moi, quand il l'a dit, j'ai immédiatement compris. J'ai compris parce que je sais qu'ils habitent très loin. Dakar a un problème de mobilité extraordinaire, infiniment plus qu'ici à Abidjan. Et donc, j'ai compris qu'effectivement, les raisons pour lesquelles ils partent à 17 heures, il y a d'autres codes. Moi, quand j'ai investi dans l'hospitalité, il n'y avait quasiment pas de genre féminin dans les hôtels dans le Sahel, au Mali, parce que c'était mal vu. Mais aujourd'hui, nous, on a 2 écoles de formation au métier de l'hôtellerie, une à Bamako et l'autre à Ouagadougou. Plus de la moitié des élèves maintenant sont des jeunes filles. Donc, la société a beaucoup changé. Donc, le capital humain, il faut connaître sa sociologie. C'est plus facile pour un barman ou une barman à Abidjan d'aller vers le client, de lui sourire et de ce qu'on appelle de upsell, de lui vendre même ce qu'il n'a pas envie de consommer qu'un barman à Bamako ou à Ouaga, parce que là, c'est une culture beaucoup plus réservée et tout cela. Donc, il faut connaître tous ces codes. Ça aide aussi lorsqu'on a affaire à l'administration, comment les fonctionnaires réfléchissent, que ce soit l'administration ivoirienne, béninoise, bissau-guinéenne, partout. Par contre, je suis à 1000% d'accord avec M. Bamba sur la corruption. J'ai coutume de dire que c'est un cancer en phase métastase en Afrique, la corruption. Et ça freine beaucoup d'initiatives, beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont confrontés à cela. Ils sont confrontés à beaucoup de choses, le manque de financement, le manque d'accompagnement, mais aussi la corruption qui fait que les entreprises ont beaucoup de mal à grandir parce que, bon, si vous ne connaissez pas les codes de la corruption, vous n'avez pas de marché public, vous n'avez pas de financement et tout cela. Donc, le plus grand défi, en dehors de tous ces autres défis-là, la lenteur administrative, la corruption, la justice qui ne fonctionne pas bien, le manque de financement, c'est clairement le capital humain. Ouais. Plus que le capital financier. Oui. Ah oui. Non, le capital financier, ça vient après. Lorsque vous avez une bonne équipe autour de vous, vous comprenez les codes, vous réussissez à attirer des bonnes compétences,
ces compétences-là vont vous aider à acquérir le capital financier. Ouais, ouais. Oui, je suis totalement d'accord. Sur le capital humain, pour moi, c'est comment arriver à déléguer proprement sans perdre l'alignement. Vraiment. Parce que, et c'est quelque chose qui me hante. Parce que en fait, tu veux arriver à exécuter. M. Mossadegh a parlé de standardisation. Et donc, tu vas arriver à exécuter exactement comme tu l'exécutes sur ton marché, mais sur un marché sur lequel tu n'es pas présent. Et c'est ça le grand challenge. Comment est-ce que tu arrives à transmettre cette vision-là à distance via un autre leader qui est là-bas, qui doit comprendre ce que tu veux faire et qui doit pouvoir à son tour le transmettre. Un exemple, je ne sais pas si vous connaissez, dans les team building en général, on fait le téléphone arabe. C'est un jeu qu'on fait. Et en général, quand la première personne dit le message et le temps que ça arrive à la fin de la queue, c'est un message totalement différent. C'est exactement ça. Anecdote pour nous, par exemple, je me suis retrouvé dans un cas où on avait lancé un produit en Côte d'Ivoire et on a oublié de le lancer au Sénégal pour presque une semaine. Wow. Parce que celui à qui j'avais dit, je pense, n'avait pas transmis les messages et tout ça. Voilà. Donc, c'est arrivé à se détacher de son marché principal et prendre un peu de la hauteur et puis dire, OK, je suis maintenant dans un groupe panafricain. Je traite plusieurs marchés et je dois développer des processus qui font en sorte qu'il y a le moins de risques possible de brisure dans la transmission du message. Vraiment. Et ça, aujourd'hui, c'est un grand défi. C'est compliqué. Donc, comment nous on a résolu, c'est que on développe ce qu'on appelle un playbook. Donc, un playbook, c'est une liste d'actions exactes qu'on fait, qu'on rentre sur un marché. Ou bien qu'on lance un produit sur un marché. Et donc, normalement, ceux qui arrivent après, qui vont lancer dans un autre marché, ils ont ce playbook-là et ils vont juste l'exécuter de sorte à ce qu'ils n'oublient rien. Donc, dans l'exécution de nos tâches, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de documenter tout ce qui est possible qu'on peut documenter. Et on garde une trace. Et comme ça, demain, les autres peuvent suivre. Mais j'avoue, c'est vraiment ça qui est assez compliqué dans l'expansion. Mais du coup, si le capital humain, c'est le point le plus important quand on veut s'étendre, ça veut dire que la formation aussi, c'est super important. Ah oui, c'est peut-être pour ça que le groupe Azalaï forme maintenant aujourd'hui. Absolument. Quand on prend les 7 pays du G7, donc les pays les plus industrialisés au monde, il n'y en a aucun qui est exportateur de matières premières, de pétrole, d'or, ou quand c'est les États-Unis, le Canada, l'Italie, l'Allemagne, la France. Oui, il y en a 7 en tout cas. Ce sont des pays qui ont simplement développé la compétence humaine et donc ils sont passés d'une économie, d'abord l'agriculture, ensuite l'industrie et maintenant l'économie de services avec la matière grise. C'est pour ça que nous, avec ma casquette de président du patronat du Mali, chaque fois qu'on rencontre les autorités, on leur dit nos économies, surtout nos économies qui sont des économies basiques, bon, même si M. Bamba est dans la fintech, c'est encore des économies qui sont dans l'agriculture. Au Mali, c'est l'or, ici, c'est le cacao. On a surtout besoin de formation technique et professionnelle. Souvent, nos États, parce que politiquement, ça fait bien de dire, voilà, pendant mes 5 ans de mandat, j'ai fait 3, 4, 5 universités, donc ça apparaît dans mon bilan. Ça donne du poids. Mais il y en a pas qui vont vous dire, j'ai fait 10 ans de formation professionnelle au métier de l'hôtellerie, pour former des soudeurs, des menuisiers, des électriciens. peintres, des électriciens ou même des codeurs. Alors que c'est de ça dont l'économie a besoin. Nos universités, malheureusement, forment des chômeurs. Ils ne trouvent pas de travail parce qu'il y a une très grande inadéquation entre la formation qu'on leur donne, qui est souvent très généraliste, qui ne correspond pas aux emplois que les entreprises créent. Dans mon pays, au Mali, mais je suis sûr qu'ici aussi en Côte d'Ivoire, ça existe, vous avez des grosses sociétés minières qui sont obligées d'importer de la main-d'œuvre qualifiée pour certains postes. Par exemple, soudeur spécialisé dans la mine, c'est un poste, c'est très pointu. Parce que vous ratez un petit truc, la mine peut exploser.
Et souvent, le soudeur spécialisé dans une mine est payé plus que le directeur de la mine. Mais ça, on ne le trouve pas dans nos pays. On les amène d'Afrique du Sud, on les amène de l'Asie, on les amène de l'Amérique latine. Donc, il faut aligner les besoins de nos économies, de nos entreprises, aligner la formation des jeunes à nos besoins. Mais former... Moi, demain, si je veux un responsable RH dans n'importe lequel des 8 pays où nous sommes présents, je vais avoir 1000 dossiers. Mais je peux vous dire que si je veux avoir un très bon frigoriste, je n'en aurai pas une dizaine. Ah oui, frigoriste, effectivement. Je n'en aurai pas une dizaine. Ça doit changer. Qu'est-ce qui a fait le succès de l'Asie? Qu'est-ce qui a fait le succès de la Chine? La Chine, en 1978, était plus pauvre que la Côte d'Ivoire, plus pauvre que le Mali. Ah oui, je peux vous dire. Même si c'est vrai que derrière eux, ils ont quand même 3000 ans d'histoire écrite, pas orale, d'histoire écrite. Ils ont été une grande puissance. Après, ils ont tout perdu. Mais les gens en Chine, les gens mouraient de faim dans les campagnes. Et Deng Xiaoping a dit, écoutez, moi, je vais créer des zones spéciales et vous venez investir dans les zones spéciales. Vous payez 0 impôt, aucun impôt à payer, aucune taxe. Et je vais vous envoyer tous ces paysans-là qui meurent de faim dans la campagne. Vous allez les former et la Chine va devenir l'usine du monde. Moins de 50 ans après, en PPP, parité de pouvoir d'achat, la Chine aujourd'hui est devant les États-Unis. Tout à fait. Mais en PIB, les États-Unis est devant. En moins de 50 ans, donc en moins de 2 générations, voilà un pays très, très pauvre qui est devenu la deuxième puissance économique. Ils ont juste investi dans la formation et ils ont continué. Le pays le plus développé aujourd'hui en IA, tout ce que vous voulez, c'est la Chine. C'est fou ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Tous les niveaux de compétences existent là-bas. Tous les niveaux de compétences existent dans ce pays-là, dès le bas âge. Et ils sont en train d'enseigner l'IA à leurs enfants. C'est ça, oui. Dans les écoles, ils ont commencé à enseigner dans les écoles. Donc, il n'y a de richesse que d'hommes. Tout pays qui n'a pas compris cela ne peut pas se développer. Il faut investir massivement dans la formation technique et professionnelle. Oui, il faut une élite, mais il faut la sélectionner. Ce n'est pas tout le monde qui va aller à l'INPBH. Voilà, il faut une élite, il faut des cadres. Ceux-ci, il faut les former, les envoyer dans les grandes écoles ici ou ailleurs. Mais l'écrasante majorité, on doit leur donner la formation pour que dès qu'ils sortent, ils soient embauchés par les entreprises. Et puis au bout de 20, 30, 40 ans, l'économie de la Côte d'Ivoire va aller d'une économie extractive, planter cacao et l'exporter, vers une économie de transformation. Là, on aura industriel, on aura besoin de beaucoup plus d'ingénieurs et tout cela. Et puis un jour, là, on va atteindre le troisième stade qui est l'économie de l'intelligence. Là, on aura besoin de scientifiques. Ouais, il n'y a rien à dire, rien à ajouter. C'est exactement ça. Totalement. Oui, totalement. C'est exactement ça, rien à ajouter. Des projets de formation aussi, de centres de formation? Oui, nous, on a la formation interne parce que justement, comme il a dit, en général, les ressources arrivent très peu compétentes. Donc, on a développé un centre de formation interne où on appelle ça les jeter dans la piscine. Voilà, où pendant 3 mois, ils suivent un processus accéléré. Et moi, en général, je ne me rappelle même pas de l'école qu'ils ont fait. Vraiment, je ne regarde même pas ça, en fait. Mais je fais les entretiens et je essaie de voir qui a le plus de chances d'être autodidacte et de se transformer le plus rapidement possible et de s'adapter. Vraiment. D'accord. Donc, je ne regarde même pas tes diplômes, tout ça, je ne regarde pas. Mais j'essaie de voir vraiment voilà, comment tu vas t'adapter. Et c'est ça qui fait la force de startups qui réussissent, c'est arriver à développer un processus où tout le monde au sein de l'entreprise se transforme. Et même les leaders, ça c'est très important. Parce que l'entreprise ne peut pas grandir au-delà de tes compétences. Il faut que toi, en tant que leader, tu arrives à progresser. Et donc, pareil, que ce soit moi ou Hassan, mon associé, on est tout le temps en train de se former et essayer de grandir en tant que... Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le temps. Je suis en train de lire tout le temps, regarder des vidéos YouTube, des podcasts. Je ne fais que regarder des podcasts. On s'envoie des liens, mon associé et moi, regarde ça, fais ça. Et voilà, et tout le leadership de l'entreprise, pareil, on essaie vraiment de leur donner les briques qu'il faut pour se développer. C'est comme ça qu'on arrive à propulser l'entreprise de l'avant. Parce que le système scolaire aujourd'hui n'est pas du tout adapté à ce qu'on fait, quoi.
Non, on l'a copié sur le système français qui voulait massifier, densifier l'éducation supérieure. Donc, or, eux, ils ont une économie pour et ils ont un budget d'État pour. Nous, on n'a pas ça. On a un budget d'État très restreint, on n'a pas une économie et donc il faut revoir cela. Ce n'est pas uniquement au niveau des décideurs politiques, mais même au niveau des familles. Je suis d'accord. Quand vous dites à des parents, il vaut mieux envoyer ton garçon ou ta fille pour apprendre l'électricité et la plomberie, plutôt que des... Il a l'impression que tu l'insultes. Comment moi, mon enfant, je veux qu'il soit avocat. Mais non, il va être médecin, il va être avocat. Il va faire du droit. S'il fait droit, il n'aura pas de travail. Exactement. Ou alors, il aura difficilement du travail. Mais s'il fait électricité, le lendemain de sa sortie, il va trouver du travail. Et donc ça, effectivement, il faut éduquer même les parents. Moi, je vois, sincèrement, dans nos pays, en tout cas au Mali, mais même en Côte d'Ivoire ici, plein d'écoles bidons. Business school de je sais pas quoi, business school de haute étude de je sais pas quoi. Oui, il y a beaucoup de business school. Il y a beaucoup de business school, mais bon, malheureusement, ils vendent un rêve, une illusion aux enfants. Ouais. Mais moi, j'aimerais revenir vers M. Bamba. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir, parce que vous aurez pu... Rester là-bas? Non, c'est pas possible. C'était même pas envisageable. J'aime entendre ça. Non, pas du tout. Quand j'ai fini de traverser ce que j'ai traversé là-bas et connaître tout ce monde que j'ai connu, tous les Africains, je me suis dit, il y a aucun moyen que je reste là-bas. Là-bas, je serais juste une pièce dans le système. Voilà, et ici, je peux vraiment avoir un vrai... Social security number. Tout ça, voilà, il y a vraiment de la sécurité. Et ici, ici, je peux avoir un impact. Par contre, j'avoue que je suis retourné aux États-Unis après 10 ans, récemment, là. Et j'ai un ami qui m'a posé la question, il m'a demandé est-ce que ça valait la peine de revenir en Afrique. Et j'ai pas pu lui dire oui directement. Pourquoi? Justement, c'est tous ces sujets de corruption. En fait, encore une fois, vraiment, et ça, c'est vraiment un plaidoyer pour nos dirigeants, il faut qu'ils fassent en sorte que ça en vaille la peine pour des jeunes de se sacrifier pour le continent, de revenir. Il faut que ça en vaille la peine parce qu'il y a des comportements qu'on voit, des trucs simples, hein, comme par exemple, le matin de mon trajet de la maison au travail, il y a un peu d'embouteillage. Systématiquement, tous ceux qui ne respectent pas la file, c'est des voitures du gouvernement avec des plaques jaunes. Il y a vraiment de l'impunité. Et je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, en fait, tu vois. Alors qu'ils sont représentants de l'État. Exactement. Voilà. C'est les premiers qui doivent respecter les lois. Ils doivent donner l'exemple, en fait, tu vois. Et je n'aime pas trop le dire, mais on a l'impression que c'est devenu notre ADN de ne pas respecter la loi. Et c'est ce que je trouve vraiment Est-ce qu'on connaît même encore toutes les lois? Voilà. Et voilà. Et à la fin de la journée, tu te demandes, en fait, j'imagine si j'étais resté là-bas, je pourrais être dans un grand groupe Google, Amazon et tous ces endroits-là, toucher 4-5 fois plus que je touche aujourd'hui, avoir une famille, tu vois, être en paix, sécurité sociale, tout ce qu'il faut et tout, sans tout ce qui vient avec à côté le stress, les problèmes de santé, tous les risques même de sécurité physique et tout. Et vraiment, il faut que tout ce sacrifice qu'on est en train de faire là, ça en vaille la peine. Pour les générations futures, il faut qu'on soit dans un modèle où nos leaders, nos décideurs créent des conditions pour que des jeunes aujourd'hui puissent entreprendre, puissent faire tout ça sans menace extérieure. Vraiment, c'est ce que je veux dire. Mais ça en vaut la peine. J'espère. Vous êtes rentré, vous avez créé une entreprise, vous employez 250 personnes. Oui. C'est ça l'impact. Et c'est comme ça qu'un pays se développe. C'est vrai. C'est qu'il faut qu'il y en a qui prennent des risques, créent des entreprises, créent des emplois. Et c'est comme ça qu'on développe un pays. Vous serez resté à Google ou Amazon, vous n'aurez eu aucun impact. Vous êtes juste une pièce dans le système. Donc, oui, ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine, oui. Largement. Et je vous en félicite. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une conférence de la diaspora. Chaque fois qu'on me pose la question, je dis oui, il faut venir. Je connais tous les défis dont vous parlez. J'imagine. Et j'avoue, moi, personnellement, j'ai changé de métier parce que l'hôtellerie n'était pas mon métier. Je ne suis pas allé dans une école d'hôtellerie. J'ai fait une business school avec une spécialisation en finance. J'ai quitté le négoce parce que
je ne connaissais pas et je n'arrivais pas à appliquer les codes du négoce parce que le négoce dans nos pays, c'est très informel. Donc, il faut savoir dribbler la douane, les impôts, c'est l'informel. Et je dis non, je ne peux pas faire cela. Je n'arrivais pas à dribbler la douane, je n'arrivais pas à dribbler les impôts. Et donc, j'ai importé des marchandises, je payais mes droits de douane, mes impôts. Et bien sûr, c'était beaucoup plus cher que celui qui, sur 1000 tonnes de riz, en dédouane 400 et s'arrange avec la douane. Et tout ceci m'a amené à changer et à aller dans une industrie où les choses sont beaucoup plus formelles, beaucoup plus claires. Mais c'est clair que c'est un plaidoyer qu'on doit marteler. La corruption, je dirais, est l'une des raisons essentielles qui refroidit la diaspora africaine. De revenir. De revenir, sincèrement. Chaque fois que je discute, je fais des conférences, quand je leur pose des questions, vous avez peur de quoi? Nous avons juste peur du fait que ce n'est pas the rule of the law, c'est pas... Voilà, c'est la pagaille, c'est celui qui connaît quelqu'un, qui donne la... Si vous avez un procès en justice, c'est celui qui a la plus grosse enveloppe, et ceci et cela. Et comme ils ne sont pas habitués à cela, ils ont beaucoup de mal. Ils ont cette crainte-là. C'est ça. Un mot de fin, Régis? Mais merci de m'avoir invité à ce podcast. C'était une conversation très enrichissante. Un privilège d'être assis à côté de Mossadegh et d'écouter un peu, de m'abreuver un peu à la sauce. Et comme il faut qu'on suive son exemple, en fait. L'Afrique a besoin, je pense, de gens qui bâtissent plutôt que de gens qui débattent, moins de théorie, plus de pratique. Et c'est un formidable exemple de réussite africaine. Et il faut que son histoire soit racontée, il faut qu'il parle un peu plus, voilà, et ne pas laisser la place, je pense, au discours creux de personnes qui ne le méritent pas. C'est quoi les perspectives de Jamo prochainement? Alors, là, on va en profondeur vraiment sur les deux marchés. Et je pense qu'éventuellement, on ira sur d'autres marchés dans la zone UEMOA. OK. Monsieur Bali? Très heureux. Merci de m'avoir invité. Très heureux. Régis, c'est Mossadegh il y a 40 ans. Comme il a dit, ça ne lui a même pas traversé l'esprit de rester aux États-Unis après les études. Moi, pareil, quand j'ai fini mes études aux États-Unis, je suis rentré. Je savais que ma place était sur le continent, que c'est là que j'aurais eu le plus d'impact économique et social. Et 40 ans après ce retour sur le continent, je ne regrette pas du tout. Okay. Je n'aurais jamais pu réaliser aux États-Unis d'Amérique ce que j'ai réalisé sur mon continent. Donc, c'est un message aussi, je pense, très puissant. Malgré toutes les difficultés, l'inadéquation formation-emploi, le manque de compétences pointues, la corruption, le non-respect des règles et tout cela, malgré tout cela, c'est quand même possible de se réaliser, de créer des entreprises, de créer des emplois. Nous, on a créé de façon directe et indirecte plus de 4000 emplois. Et c'est comme ça que ce continent va se développer. Et je me réjouis de voir Régis et beaucoup d'autres Africains parce que je connais un peu l'écosystème des startups et je me réjouis de voir que ça se développe et que l'Afrique, parce que je dis toujours, on a raté les 3 premières révolutions. L'Afrique ne doit pas rater la 4e qui est celle de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est digital. Et en voyant des initiatives comme celle-là, je suis serein. L'expansion, créer un groupe panafricain, c'est possible. Il faut faire les bons choix, être prêt, attendre le bon moment avant de partir, choisir aussi ses équipes parce que le capital humain, c'est la clé et on arrive à avoir des belles histoires de réussite. On se retrouve très prochainement pour Africa Legacy. À bientôt.